ça, ça a tout remis en question, tout. Ça remet toute la perception de la réalité, tout en me disant, mais en fait peut-être que, parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe, donc je me dis, en fait peut-être que tu es mort déjà, mais tu t'es pas rendu compte de l'accident, tu l'as pas vu, ta vie s'arrête avant en fait. Il m'a fallu environ 10-15 images, je pense, pour me rendre compte de ce qu'il y avait dedans, et que c'était mes souvenirs qui étaient diffusés. Ah, oui. Je me souviens avoir hurlé dans mon casque. C'est la seule chose où je me souviens avoir dit à haute et intelligible voix, mais vraiment en hurlant, j'ai hurlé « Qui m'envoie ça ?» Et au moment où j'ai hurlé ça, il y a une image qui est restée à côté de moi. Elle n'est pas partie derrière, elle est restée à côté de moi. Et elle m'a suivi. Et c'était juste un encadrement de porte. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté de ce chambranle de porte, en fait, parce qu'il n'y avait pas de porte. Et là, je constate qu'elle reste. Et là, malgré moi, c'est pas ma décision, mais je sors de mon corps et je rentre dans l'écran. Ronald Burns, bonjour. Bonjour Alexandra. Alors, vous êtes aujourd'hui au Festival des Anomalies à Mont-de-Lange. Exactement. Pour présenter un livre que vous avez coécrit avec Renaud Évrard sur les expériences de mort imminente, qui part d'une expérience très particulière que vous avez vécue. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, tout à fait. Alors, je tiens déjà à préciser que c'est une expérience que moi j'appelle expérience de mort imminente, bien qu'il y a visiblement une bonne partie des scientifiques, et c'est un peu moitié-moitié, qui considèrent que ce n'est pas une expérience de mort imminente parce que je n'étais ni à l'hôpital, j'ai pas eu d'accident, j'étais pas mort, il n'y a pas eu de tunnel, il n'y a pas eu d'être cher qui m'attendait quelque part, non. Mais malgré tout, je ne peux pas... Pas d'électrocardiogramme plat. Non, rien de tout ça, mais malgré tout, je ne peux pas... m'ôter de la tête que c'était quand même une expérience de mort imminente, vu que c'était une expérience qui s'est passée à l'imminence de ma mort. En tout cas, d'après mon point de vue. Alors, ce qui s'est passé, c'était donc en 2008, en juillet 2008, en Belgique, à Villers-la-Ville. Donc, je suis comédien. À l'époque, j'étais uniquement comédien. Maintenant, je travaille comme scénographe aussi. Et donc, à l'époque, je jouais dans un spectacle qui s'appelle Le Bossu, dans une adaptation d'Éric Emmanuel Schmitt. Spectacle de KPDP dont tout le monde connaît bien la réplique qui, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. Après le spectacle, on est allé boire un verre comme tous les soirs, et vers 2h du matin, j'ai repris ma moto sans avoir bu une goutte d'alcool, je le précise, parce que déjà dans la vie je ne bois pas spécialement d'alcool, mais en l'occurrence quand j'ai une route à moto, là, sûrement pas. Et donc je prends ma moto à 2h, 2h30 du matin pour rentrer sur Bruxelles, j'avais 3/4 d'heure de route à faire. Et avant d'arriver sur l'autoroute, il y a une nationale à Bézity, une belle ligne droite, et où il n'y a personne à cette heure-là de la nuit. On sait qu'il n'y a pas un animal qui peut sortir des bosquets. Donc j'ai un petit peu poussé, je suis monté à 160, c'est pas bien méchant, c'est un peu rapide, mais en moto pas tellement. Donc je fais cette route. Et soudainement, il y a mon guidon qui se met à s'affoler, qui part de gauche à droite. On appelle ça le guidonnage. Moi, je ne connaissais pas, j'avais jamais eu ça, j'avais jamais entendu le terme non plus. Mais donc, je constate que mon guidon part de gauche à droite de manière très très violente. Alors, mes premiers réflexes ont été d'abord d'essayer de maîtriser le guidon, de lâcher la poignée de gaz pour que ça s'arrête. J'ai essayé de freiner. En fait, chaque acte que je posais ne faisait qu'envenimer la situation. Donc chaque fois que j'essayais soit de freiner, soit de décélérer, soit n'importe quoi, c'était de pire en pire, jusqu'à ce que l'oscillation de la moto la fasse taper de gauche à droite. En tout cas, le guidon, je le sentais et je le voyais taper de gauche à droite. Et après avoir tout tenté pour maîtriser le véhicule, j'ai fait un constat simplement, c'est venu en 2 mots, game over, terminé. Je les ai pas prononcés, je pense pas que je les ai prononcés, mais je me suis rendu compte de la fin de ma vie dans les quelques secondes qui allaient venir. Et j'ai même fait un petit calcul de me dire, ok, vu les circonstances, j'avais estimé qu'il me restait entre 5 et 7 secondes à vivre. Mais le constat était là, je commençais à râler parce que tout ce que je vous raconte se passe en 2 secondes de temps environ. Toutes les pensées en tout cas. Une espèce de moment d'hyperlucidité. Oui, il y a tout qui se mélange. Il y a ce côté de se dire, vraiment, j'ai pensé au jeu de loi, à se dire, ah non, il faut tout recommencer depuis le début. L'enfance, l'école, tout ça, j'ai dit, oh non, quoi. Donc j'étais vraiment désespéré de la situation, de devoir recommencer, comme si tout d'un coup je croyais à la réincarnation, en fait.
Donc j'étais assez désespéré. Et puis j'ai eu vraiment un flux de pensée vers la troupe théâtrale, en me disant, j'aurais dû sans doute avoir des flux de pensée plutôt vers mes proches, mais non. La seule chose qui m'est venue, c'était la culpabilité de l'embarras dans lequel j'allais mettre la troupe de théâtre, parce qu'ils allaient de nouveau devoir arrêter. Alors je m'étais dit, ils vont de nouveau devoir changer de comédien, refaire des combats avec d'autres, tout en se disant, mais non, en fait, ils vont arrêter complètement, ils vont pas continuer à jouer s'il y a eu un mort, en fait. Et puis voilà, cette culpabilité de me dire que c'était de ma faute, que ça allait être de ma faute. Et donc ça, c'était insupportable. Et il fallait que je fasse quelque chose, même si j'avais constaté qu'il n'y avait plus rien à faire, mais je pouvais pas me laisser aller et aller me cracher comme ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais m'éjecter. J'ai pris la décision de m'éjecter de la moto en me disant, je vais très certainement mourir, mais peut-être qu'il y a une infime chance que je ne finisse que tétraplégique. Et je me suis vu en chaise roulante aller m'excuser en disant c'était pas ma faute, j'ai pas déconné, j'étais un peu rapide mais pas tant que ça et j'avais pas bu, enfin voilà, je faisais attention. Bref, il fallait que je puisse essayer de me sauver pour aller m'excuser. J'ai reculé mes pieds, j'ai mis mes orteils sur les repose-pieds, j'avais plus accès ni à l'accélérateur, ni au sélectionneur de vitesse, ni au frein. J'avais encore juste les mains sur les poignets. Donc je mets mes orteils sur les repose-pieds et j'ai ce bon sens, ce petit calcul de me dire il faut que je saute le plus haut possible pour prendre un maximum de vent, pour ralentir ma chute, même si ce sera qu'une infime parcelle de la vitesse que j'ai prise. Mais la décision était prise. La décision de m'éjecter était prise, j'en voyais plus d'autres. Et donc j'ai plié mes jambes, j'ai fléchi mes jambes pour pouvoir prendre le plus de détente possible. Donc j'étais d'abord debout et puis j'ai replié mes jambes sans m'asseoir sur la selle, mais en me remettant le plus proche de la selle pour faire une détente la plus maximale possible. Tout en me disant, tu es en train de te suicider en fait. Ce que tu fais, c'est pour éviter la mort, tu vas toi-même mourir. Mais il y a cette infime petite chance. Et j'ai exécuté la détente. J'ai poussé sur mes jambes très fort pour monter le plus haut possible. Sauf qu'au moment où j'ai exécuté la détente, je me suis pris une gifle monumentale devant. Vraiment, j'ai senti, c'est comme si c'est un coup de poing, un gros coup de poing. Je fais beaucoup de compétitions d'arts martiaux, donc je sais ce que c'est de se prendre un gros coup de poing, mais le bruit que ça a fait était plus le bruit d'une grosse gifle. D'un gaucher d'ailleurs, parce que ma tête a volé sur la gauche, donc il fallait que ça vienne. Et je me prends cette grosse gifle, et au moment où je reviens, où mon visage revient dans l'axe de la route dans la visière aussi toujours complètement, comme en rodéo, comme si on est sur un cheval qui part en folie. Et la route aussi, mais au bout de la route, je vois qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est au milieu de la route, qui ne bouge pas. Et puis je me rapproche et je vois comme un panneau publicitaire. Et là, j'ai cette conscience de me dire, bah voilà, c'est ça que tu vas te prendre. Je vais me tuer là-dessus. Parce qu'en moto, quand on prend un peu de vitesse, si on voit quelque chose sur la route, le temps qu'on s'en aperçoit, on est déjà dessus. Donc il faut toujours un peu anticiper. Et là, le moment que je vois ce panneau, je me dis, ok, je l'ai vu, donc je vais me le prendre. C'est ça qui va me tuer. Et le panneau se rapproche, et puis je vois que le panneau, en fait, il n'est pas sur le bord de la route, il est en plein milieu de la route. Je dis, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal, et au moment où je me dis ça, c'est pas normal, je vois que derrière le panneau, il y en a d'autres, une infinité d'autres panneaux, les uns derrière les autres. Mais vraiment comme, il n'y en a pas là, mais 2 mètres sur 3, et je vois que c'est comme un dossier Photoshop, un pictogramme avec vraiment une infinité, ça va jusqu'à l'horizon. Je vois une infinité de panneaux les uns derrière les autres. Et je me rapproche, ou alors c'est eux qui se rapprochent, je ne sais pas. Mais au moment où je vais percuter le premier, qui arrive face à moi, je sens que je vais le percuter, et au dernier moment, il pivote, et il se met sur ma gauche. Et je tourne ma tête pour voir, elle reste pendant 2-3 secondes, et elle part derrière. J'ai pas le temps de regarder derrière, je veux revenir devant, qu'il y en a la deuxième qui vient se mettre à ma gauche, et ainsi de suite. Donc c'est comme si on scrollait des images en fait. Chaque fois les images venaient pivoter, se mettre l'une après l'autre sur le côté gauche de mon corps. Il m'a fallu environ 10-15 images, je pense, pour me rendre compte de ce qu'il y avait dedans et que c'était mes souvenirs qui étaient diffusés. Ah, ouais. Sauf que ce n'était pas mes souvenirs de façon subjective, ce n'était pas à travers mes yeux, je me voyais dans les souvenirs. Donc c'était comme s'il y avait eu dans mes souvenirs, comme si dans ma vie, il y avait eu une caméra qui était placée. Donc mais je sais que souvent les souvenirs, apparemment les souvenirs qu'on garde, on se met en scène dedans, on les voit peut-être pas de façon subjective. Mais en tout cas là c'était un constat, c'est que je voyais mes souvenirs mais avec moi dedans. Donc ce n'était pas vu à travers mes yeux. Et là, je me suis rendu compte que ça existait en fait, tout simplement.
et que je suis à ce moment-là complètement athée, que je ne crois pas du tout. Voilà, j'avais déjà vu quelque chose auparavant de très bizarre, mais pas de cet acabit-là. En tout cas, pas dans cette forme de métaphysique-là, où là on est dans Matrix en fait. Il y a quelque chose que j'ai retrouvé par après, parce que je travaille un peu dans la réalité virtuelle et augmentée, mais c'est comme de la réalité augmentée. Vous voyez la vie réelle, mais il y a quelque chose en plus qui vient dans votre vision. Et donc je me rends compte, et j'ai cette petite phrase un peu, mais je me dis, putain, ils avaient raison, c'est con. Mais c'est plus en se disant, mais en fait c'était toi le con, c'était toi qui croyais pas, quand des gens disent qu'on voit la vie défiler, moi je prenais ça pour une expression en fait. Et en fait non, ça arrive de manière très très réelle, très physique, parce que tout en me disant, mais en fait peut-être que, parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe, donc je me dis, en fait peut-être que tu es mort déjà, mais tu t'es pas rendu compte de l'accident, tu l'as pas vu, ta vie s'arrête avant en fait. Et là j'ai eu un sentiment un peu entre la gratitude et un sentiment de soulagement, de se dire, ah mais en fait c'est génial, la mort en fait on la sent pas. C'est con que je peux pas le dire aux autres. Et là j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Donc j'essaye d'analyser. À un moment je regarde plus dedans, en fait je regarde plus les images dans les images, je regarde plus les souvenirs qui sont pleins d'images. Quel moment de vie c'était C'était toute ma vie en fait, mais je me souviens pas d'un ordre, il n'y avait pas d'ordre chronologique de la naissance à ce moment-là. Je pense que c'était assez chaotique. C'était fourre-tout et c'était vraiment comme si on scrollait. À l'époque on scrollait pas, il n'y avait pas de smartphone, c'était il y a 15 ans, mais c'était comme si vraiment on scrollait chaque fois. Et j'essayais de comprendre parce que j'avais conscience que c'était pas moi qui faisais ça, ni mon cerveau. Parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait et en essayant de comprendre, je me faisais moi-même mes propres souvenirs en tête. Quand on se rappelle de ses vacances, quand on essaie de se rappeler un souvenir de vacances, on se forme les images en fait en tête. Et c'est en ça que, par rapport à certaines hypothèses de scientifiques, par rapport aux EMI qui disent que c'est le cerveau qui déclenche ça, par rapport voilà, ils ont tous chacun leur hypothèse. Mais non. Ça, c'est quelque chose où je suis persuadé que c'est pas vrai, parce que moi, je me faisais mes propres souvenirs pour essayer de comprendre ça. Et je reliais ça à 2 autres expériences, notamment que j'avais vécues auparavant. Et donc, je me remémore ces souvenirs. Et donc, ce n'est pas compatible avec le fait que mon cerveau envoie des souvenirs, alors que mon cerveau, en fait, le mien, est en train de se remémorer des souvenirs. Et comme je ne trouve pas la solution, à qui ou quoi m'envoie ça, je me souviens avoir hurlé dans mon casque. C'est la seule chose où je me souviens d'avoir dit à haute et intelligible voix, mais vraiment en hurlant, j'ai hurlé « Qui m'envoie ça ?» en regardant le ciel, en fait. Un peu comme je disais, un peu comme dans Forrest Gump, quand Gary Sinise est sur le mât de son bateau. C'est absurde, c'est surréaliste, un peu onirique comme ça, mais oui, j'ai hurlé vers le ciel « Qui m'envoie ça ? Je dois savoir !» Et au moment où j'ai hurlé ça, il y a une image qui est restée à côté de moi. Elle n'est pas partie derrière, elle est restée à côté de moi. Et elle m'a suivi. Et c'était juste un encadrement de porte. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté de ce chambranle de porte, en fait, parce qu'il n'y avait pas de porte. Et là, je constate qu'elle reste. Et là, malgré moi, c'est pas ma décision, mais je sors de mon corps et je rentre dans l'écran. Et en rentrant dans l'écran, je rentre en même temps dans le chambranle de porte. Mais un chambranle de porte qui fait ça de largeur, mais ça a duré quand même pas mal de temps. Le temps que je me dise, bah ouais, c'est cool, je suis passé à autre chose, mais en fait, je me sens pas plus triste que ça. Ma vie est derrière, il y a plein de gens que j'aime et tout, mais bizarrement, ok, je passe à autre chose, c'est un autre stage. Vous avez oublié la troupe, là. La troupe aussi, il n'y a plus rien. J'étais juste content de savoir qu'il y avait autre chose. En tant qu'athée, à l'époque, maintenant je me considère plus comme un agnostique par la force des choses, par la force des expériences. Mais à l'époque, je suis athée, donc je trouve ça génial que du coup, de se dire, au moins je suis au courant qu'il y a quelque chose après la mort, que ça ne se termine pas. Et tout ça, je me dis en marchant, mais je suis toujours dans cet encadrement de porte, mais je marche. Et avec cette sensation que j'ai ressentie aussi en entendant d'autres témoignages qui, eux, sont dans je sais pas, une plaine, une prairie, avec des fleurs, tout est parfait. Moi, je ne vois pas ça, mais je ressens ça. Je ressens comme l'instant parfait, comme dans Amélie Poulain, elle explique à un moment la lumière parfaite, le vent et tout. Il y avait ce sentiment-là de plénitude totale, même si je ne voyais pas le côté champêtre, ou comme on a ici, un petit peu entouré de marguerites. Et donc tout ce temps-là, ça a été ce temps qu'il m'a fallu pour traverser ce petit chambranle de porte. Et une fois passé de l'autre côté, je me retrouve dans la salle à manger du chalet où je vivais quand j'étais enfant, jusqu'à mes 11 ans. Et du coup, le chambranle de porte
prend tout son sens parce qu'il n'était pas du tout symbolique, c'était juste le chambranle de porte de ma chambre qui n'avait pas de porte. Parce que ma chambre était un lieu de passage aussi pour la salle de bain, la chambre de mes parents. Donc il n'y avait pas de porte, c'était le vrai chambranle de porte en fait tout simplement. Donc je me retrouve dans la salle à manger et là vous êtes au musée de votre vie en fait. C'est le réel, c'est même pas juste une photo ou quelque chose, c'est que vous êtes dans cet instant-là de votre vie. Et donc là, comme c'est un chalet qui a été rasé depuis des décennies, j'ai plus été depuis 30 ans dedans, donc ça faisait au moins 20 ans, donc je commence à me balader, je regarde tout, je vois l'ordre de ma mère, je regarde tous les détails de la déco, je suis assez fasciné, tout en me demandant encore comment c'est possible. Et j'avais déjà entendu que certaines personnes disaient que après la vie, on revit son meilleur souvenir indéfiniment. Qu'est-ce que je fous là? J'ai pas de super souvenir spécialement ici, c'est pas ça mon plus beau souvenir, en l'occurrence, enfin je crois. Et puis je tourne la tête sur la droite vers le salon, et là je me vois moi enfant à 7-8 ans, assis devant la télé, comme ça, les jambes, ou peut-être même, non j'étais plutôt à genoux, mais je regardais pas la télé, et tout d'un coup je sens, on est dimanche soir, j'attends les Schtroumpfs. Parce que au camping où j'habitais, on avait juste l'antenne, en fait on n'avait pas le câble, donc j'avais une petite télé, on avait une petite télé en noir et blanc, et le seul dessin animé qui passait le week-end c'était les Schtroumpfs, c'était mon moment du week-end, et il fallait que je voie les Schtroumpfs. Et donc là, j'attendais impatiemment que les Schtroumpfs commencent, mais je ne regardais pas l'émission qu'il y avait avant, qui était présentée par un gendarme. Et je vois que j'ai mon visage vers le bas et je joue, sûrement, avec des jouets, mais sûrement avec des Star Wars. Mais je ne vois pas mon visage, parce qu'à l'époque, c'était des coupes au bol, la Mireille Mathieu qu'on avait. Donc je sais que c'est moi, mais je ne vois pas mon visage. Donc je m'approche lentement, encore une fois, avec le sentiment d'avoir les mains dans les poches et d'être hyper tranquille. Et je m'approche de moi. Et je veux voir mon visage, donc je m'accroupis et je veux faire ça, encore une fois, sans voir vraiment mon corps. Je ne fais pas attention si mon corps est présent ou pas, mais je sens que je suis à hauteur d'homme et je peux avoir mes mains. Donc je fais le geste de pouvoir de bouger les cheveux de mon front. Et au moment où j'amorce ce mouvement, je sens qu'on augmente le volume de la télé. C'est encore des boutons à tourner. Et au moment où je fais ça, je sens qu'on augmente le volume de la télé. Et à ce moment-là, il y a le gendarme dans l'émission qui dit, pour finir l'émission, donc en cas de guidonnage, accéléré. Et là, ça m'a pris une demi-seconde de faire... Et je me suis rendu compte pourquoi j'étais là en fait. Je me suis rendu compte pourquoi j'étais là, je me suis rendu compte à quoi servait le fait de voir sa vie défiler. Tout ça, c'est pour ça que j'ai eu cette expression surexagérée. Je fais du théâtre, mais si j'avais fait ça au théâtre ou au cinéma, on m'aurait dit directement non, beaucoup moins. Arrête de faire ta grande grimace comme ça, c'est ridicule. Mais là, j'ai fait dans une grande inspiration d'étonnement et de compréhension en fait. C'était vraiment la révélation de ma vie. Et au moment où je tourne la tête pour voir la télé, suite à ce que le gendarme me dit, je sens qu'on tire mon corps comme si j'avais un harnais et qu'on me tire en arrière. J'ai déjà fait ça pour des cascades, mais j'ai vraiment ce sentiment d'être happé en arrière, d'être tracté, et que mon corps, encore une fois, que je ne regarde pas, mais j'ai l'impression qu'il se dématérialise et qu'il devient comme de la fumée. Et d'ailleurs, ce que je disais comme référence, comme j'utilise pas mal de références plutôt cinématographiques par rapport au visuel ou pour décrire ce que je vis, c'est un petit peu comme dans la cheminée dans Harry Potter, où tout d'un coup, ils deviennent un peu de la fumée et ils partent comme ça. C'est vraiment ce que j'ai senti, c'est de devenir une espèce de fumée, de partir en arrière, de pas du tout faire le même chemin par lequel je suis venu. Je pars par je ne sais où et je reviens dans mon corps, sur la moto, pile au moment où je me suis pris la gifle. Donc au moment où j'ai commencé à m'éjecter. Donc l'EMI a commencé à la gifle, pas avant, pas au moment où je me suis rendu compte que j'allais mourir, mais au moment où j'ai fait le mauvais choix. Et donc je reviens dans mon corps au moment où j'ai fait la détente, mais je me rends compte que c'est trop tard en fait, j'ai exécuté la détente. Donc je pars en l'air, je reviens dans mon corps à ce moment-là, donc on se rend compte que je suis en plein vol en fait, mais au ralenti. C'est là que j'ai une distorsion du temps. Parce qu'avant, tout l'EMI, comme je suis revenu au même moment, l'EMI elle a duré 0 seconde. Là le temps n'existait plus. Mais quand je suis revenu sur ma moto, là j'ai senti le ralenti. J'étais vraiment en état de vol, entre le moment où j'appuie sur les jambes et où je vais lâcher les mains. Puisque une détente se fait un petit peu en deux, mais c'est quasi synchronisé, mais il y a une fraction de seconde entre les deux. Et dans cette fraction de seconde où j'allais lâcher les mains, j'ai eu le temps de taper sur la manette de gaz, à accélérer au bout, jusqu'au bout. Ça a fait un bruit. La moto a pris plus de puissance. Et je l'ai ressenti, je l'ai entendu et est parti. Donc du coup moi je suis retombé parce que je me suis accroché au guidon, mais je suis retombé comme une crêpe dessus avec mon torse sur l'arrière de la selle, les jambes par terre
sur le bitume de part et d'autre, avec les pieds qui raclent le sol, à près de 200 à l'heure, parce que j'étais à 260 et là j'ai encore tapé jusqu'au bout. 260, non 160. Non, j'étais à 160 et en réaccélérant encore plus, donc elle a dû aller à 180, 200, donc j'étais vraiment au maximum de la poignée de gaz. Et c'est une Ducati Monster 600, c'est pas une très très puissante, mais une très nerveuse. Et donc je faisais le drapeau, hein, je ne savais pas comment j'allais remonter dessus parce que je ne pouvais pas décélérer. Comme j'étais pris en arrière par la vitesse, ma main était au maximum, donc je pouvais pas, mon poignet ne pouvait pas faire ça. Je ne pouvais pas décélérer. Donc j'ai fait le drapeau là derrière pendant je ne sais combien de dizaines de mètres. Et puis grâce à l'accélération, la moto petit à petit a perdu son... Elle est revenue sur son oscillation et elle est revenue petit à petit sur un rail. Et donc moi j'étais toujours accroché derrière, hein, comme une merde. Hein. Et petit à petit, je ne sais pas comment, parce que je sais que ça a été un effort surhumain pour arriver à monter dessus. Je ne sais pas comment je passais d'un côté par de l'autre, je ne sais pas comment j'ai fait pour remonter dessus. Parce que je ne suis pas hyper sportif, j'ai fait des cascades, j'ai fait des compétitions d'arts martiaux, mais je ne suis pas... Non, enfin voilà, je sais que là on me demanderait de le faire, là je serais incapable de le faire. Mais dans l'adrénaline du moment, j'ai réussi à remonter dessus, je ne sais toujours pas comment. Et une fois que j'ai réussi à me réasseoir dessus, là, millimètre par millimètre, j'ai décéléré, j'ai réussi à la maintenir. Puis je suis monté sur l'autoroute, je suis resté à 30 à l'heure sur l'autoroute. J'avais encore pas mal de route, ça m'a pris plus d'1 heure pour revenir parce que si jamais ça repartait en guidonnage, au moins je pouvais sauter tranquillement et la laisser partir. Mais pendant 1 heure de route sur le chemin, ça a été « qu'est-ce qui vient de t'arriver en fait ?» Ouais. Là, ce chemin-là, ce trajet, ça a tout remis en question, tout. Ça remet toute la perception de la réalité, outre les perceptions de ce que peut être est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, par contre, avec la conviction de savoir à quoi sert une revue de vie, en tout cas dans mon cas. Je ne dis pas que tout le monde, que ça a cette même utilité pour tout le monde, mais en tout cas dans mon cas, c'est une certitude, ça sert à trouver l'information planquée dans la banque de données pour peu qu'elle existe. Pour trouver l'information pour sauver sa vie qui est en train de... C'est fou, alors qu'en fait, enfant, vous n'étiez pas concentré sur ce que disait ce non, du tout, et je me suis... Mais non, du tout. Ça a été enregistré, ça s'est imprimé. Il fallait le son s'est imprimé, voilà. Et je sais que je n'avais aucune idée ni de ce que c'était, ni de ce qu'il fallait faire. C'est vraiment... J'ai fait confiance du coup à l'info, parce que là, y a une confiance totale. Hein. Quand on vous envoie là et qu'on entend cette phrase-là, on fait oh, ok, d'accord, c'est ça que j'aurais dû faire. Vous n'avez pas eu la réponse à qui vous envoie ça, mais vous vous êtes dit ça doit être la bonne info. C'est la bonne info, mais par contre, j'ai une certitude, c'est que je n'étais que spectateur au musée, j'étais spectateur. Quand je disais qui m'envoie ça, c'est aussi qui a arrêté cette image-là, qui a décidé de m'envoyer cette image-là pour m'envoyer ce souvenir, qui m'a collé cette gifle, qui m'a retracté, qui a décidé... Enfin voilà, tout ça font que depuis, j'ai conscience que qu'il y a une force quelque part, quelque chose, je ne vais pas dire une intelligence, quoi. Ça me fait un peu mal, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un de hiérarchique, de se dire que quelqu'un a une puissance sur notre vie comme ça. J'aime beaucoup un terme que Renaud a utilisé dans le livre, c'est « est-ce que mon cerveau a été piraté, est-ce que j'ai été hacké ?» Parce que ça ressemble fort à ça, sauf que j'y étais encore. Mais le sentiment, un parallèle que je fais avec le jeu vidéo, c'est qu'on a ce petit personnage, c'est comme dans un jeu vidéo, on a un petit personnage avec sa petite épée et on parcourt plein de stages. Et puis tout d'un coup, on se retrouve devant un gros méchant et on sait que la petite épée, elle ne servira pas. Et on met pause et on va voir dans sa besace ce qu'au cours du jeu, on a amassé qui pourrait contrer ça. Oui, il appelle ça comment il l'a dit ce matin. Ouais, c'est possible, je ne sais plus. Mais en tout cas, je fais un parallèle avec ça parce que j'ai conscience que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a mis pause, on a été voir, on a scrollé dans toute ma banque de données, voir quelle était la bonne info, le bon stage dans lequel il y avait le bon talisman, on va dire, hein, pour contrer ça. Sauf que moi j'étais le petit joueur avec son épée, j'étais le petit personnage avec son épée. J'aimerais bien savoir qui était le joueur qui a mis sur pause et qui a géré tout ça en fait, parce que moi je n'ai fait que subir tout ça. J'ai tout subi. Même s'il y a des choses où je me demande pourquoi, est-ce que c'est au moment où j'ai hurlé qui m'envoie ça que la bonne image est venue? Est-ce que c'est parce que j'ai été un peu plus menaçant que du coup on s'est dit ok, je te donne la bonne? Mais effectivement, je suis persuadé que c'est autre chose, que c'est pas uniquement mon cerveau a été utilisé pour ça, mais c'est pas moi qui l'ai utilisé pour trouver cette solution de sauvetage.
Et vous avez une hypothèse aujourd'hui sur c'est qui ce qui? Non, parce que en tout cas dans tout ce que j'ai passé en revue, déjà sur le moment même et puis après, déjà il y a une chose, en tout cas les deux hypothèses, ou deux ou trois, parce qu'il y en a qui peuvent parler d'ange, il y en a qui peuvent parler de Dieu. Dieu, j'ai déjà eu une espèce, je vais parler plutôt d'une synchronicité que j'ai eue à un moment aussi où je pensais que j'allais y passer dans ce que je percevais comme être un possible attentat, juste après le 11 septembre. Et c'est peut-être la seule fois où je me suis adressé à Dieu. Et il s'est passé un truc complètement dingue, où il m'est resté une preuve d'ailleurs de ça, mais une preuve pour moi, une preuve matérielle pour moi. Je peux pas, ça va rien dire à d'autres gens. Mais par contre, le fait que j'ai vu un ovni avec 5 autres personnes, dont mes parents, de manière très très claire, ça pouvait absolument être rien d'autre. Donc depuis très jeune, ça fait partie de ma vie. Je sais que ça existe dans notre vie. Je sais que c'est pas prouvé, mais moi je sais que ça existe. Donc pour moi, dans les expériences métaphysiques, que ce soit les EMI, c'est quelque chose que je dois toujours prendre en compte, parce que je sais que ça existe, mais que personne ne va le prendre en compte. Parce que pour moi, c'est une force. C'est quelque chose de supérieur à nous. De par la technologie que j'ai vue, déjà, c'est supérieur à nous. Donc pour moi, c'est la seule chose que j'ai pu constater de visu qui soit supérieure à notre réalité, en fait. Donc, je dirais que potentiellement, encore une fois, ça pourrait être ça, mais en même temps, j'ai vécu j'ai vu des ovnis, j'en ai revu 2 fois par la suite. Mon père a eu une prémonition dont j'ai été témoin quand mon frère s'est noyé. J'ai eu des défunts qui m'ont fait, comme on a entendu, j'en ai eu pas mal d'histoires comme ça avec des défunts. Pas de coup de fil, mais des trucs j'en ai discuté avec lui, j'ai eu des choses assez similaires aussi. Il n'y a pas très longtemps en plus. Des synchronicités, ça j'en ai plusieurs, mais des trucs, comme je dis, parfois j'ai fait le calcul par rapport au pourcentage de chances que ça ait pu se produire, et il y avait beaucoup moins de chances que de gagner l'euro-million. Alors parfois je me dis pourquoi j'ai pas plus tôt cette chance à la loterie que là. Donc j'ai eu beaucoup de phénomènes comme ça. Je suis une dame qui fait de l'astrologie, je ne suis pas très branché là-dessus, mais elle a fait mon thème astral et elle m'a dit que t'es un vrai parabolique. Ça me parle, ça. J'ai une antenne à phénomènes. Tout ce en quoi je ne crois pas, ça m'arrive. En fait, c'est ça. Et c'est pas tant. C'est vrai que ce sont des sujets qui m'intéressent, mais en même temps, quand je dis ça depuis les magazines que je voyais à la maison, genre inexpliqués, des choses qui m'intéressent, mais toujours avec un petit rictus, quoi. Donc c'est quelque chose de phénoménal quand quelque chose auquel vous avez déjà entendu, mais vous vous dites ouais, bon, quand même. Et puis quand ça vous arrive, vous faites ah ouais, d'accord, ok. Ça remet tout en question. Donc pour moi, une des théories maintenant, mais bon, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'articles sérieux qui parlent de ça, par des scientifiques, dans des magazines plutôt sérieux. C'est par rapport à notre réalité. Comme je l'ai dit, hein, j'aime beaucoup, et ça a peut-être un lien depuis de travailler sur la réalité virtuelle et réalité augmentée, mais j'ai comme ce sentiment que notre réalité que l'on perçoit n'est pas la vraie réalité. Alors de là à dire que vous et moi on n'est pas là en fait en vrai, ça c'est un pas que je franchirai peut-être pas, mais je ne sais pas si c'est de l'ordre des dimensions, de l'ordre de... Mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que cette réalité augmentée que j'ai eue ce jour-là, alors que j'étais dans la même sensation corporelle que je le suis maintenant, donc de manière très concrète, je n'étais pas à l'hôpital, je n'étais pas en arrêt de cœur, en arrêt cérébral, j'étais aussi bien que maintenant, j'étais juste un peu traumatisé effectivement de ce qui se passait, mais tout ce qui est arrivé de manière très 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 réelle. Et c'est en ça que je me dis que j'ai un petit km de connexion. Oui, vous ne l'avez pas rêvé, vous avez non, ça c'est une certitude. Vos chaussures ont bien traîné sur la route à 200 km/h. Effectivement, j'ai pas de preuves, mais en même temps, j'en ai pas besoin, parce que j'ai conscience que ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas prouver. En fait. Et même si on a des preuves, les expliquer à quelqu'un, même avec preuves à l'appui, c'est pas reproductible en laboratoire, c'est pas reproductible, vous allez pas le refaire. Donc je sais très bien, donc je cherche à convaincre personne. C'est même pas des certitudes, c'est des choses que je sais, mais que je sais que l'autre, donc que les autres personnes ne pourront s'en rendre compte que quand ça leur arrivera, en fait. En plus, comme je fais un métier où l'imaginaire
entrent forcément en compte, c'est facile de dire. Ces phénomènes-là, s'ils ne sont pas vécus par des scientifiques ou des ovnis, par des pilotes de chasse ou par des éminents commandants d'eux, on ne les prend pas en compte. Et donc c'est en ça aussi qu'on se dit parfois quand on a vécu des choses comme ça, de dire ah oui mais je ne suis pas un éminent scientifique, je ne suis pas général de l'armée, donc on va me prendre pour un fou. Et j'ai eu pareil, pareil pour les ovnis en fait, j'en parlais pas trop et puis et c'est quand ça a commencé à se débloquer d'un autre côté, on disait il est temps. Parce que forcément pour les expérienceurs ou les témoins de choses comme ça, il faut comprendre que parfois les scientifiques on a envie de dire, je ne sais pas comment expliquer, mais on a un peu parfois pitié pour eux de se dire vous êtes des scientifiques, vous devriez savoir mieux que moi en fait. Et parfois il y a des choses alors qu'on n'a rien appris, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais le fait d'y avoir été, on sait que c'est comme ça. De l'avoir vécu, on sait que c'est comme ça. Et c'est en ça que ce qui est bien, c'est d'avoir des gens comme Renaud, où on peut peut-être les aiguiller en disant ok, j'ai pas eu le tunnel, je dis mais par contre moi je sais à quoi ça a servi la revue de vie. Donc est-ce que ça peut intéresser, est-ce que ça peut aider les scientifiques, ce genre d'informations et c'est en ça que c'est fascinant qu'il puisse y avoir des échanges sérieux. Et dans le livre, il soumet votre expérience à plusieurs scientifiques. Une quarantaine de scientifiques, oui, tout à fait. Et alors ils ont tous toutes des hypothèses, évidemment, qui sont très intéressantes dans le mécanisme, on va dire, de ce qui se passe. Parce que quand je les ai contactés, moi je ne m'attendais pas à avoir des réponses de scientifiques, sinon ça se saurait en fait. Donc je savais que les scientifiques auraient leur hypothèse, mais qu'ils n'allaient pas me donner la réponse que j'attends. Renaud, oui, quand il m'a parlé de voir sa vie défiler et que ça pouvait se sauver, il est sur la bonne piste. Maintenant, la plupart des scientifiques restent dans un cadre qui ferme peut-être les yeux à la magie et justement à qui m'envoie ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'a envoyé ça. Alors, je sais que le cerveau est utilisé de telle ou telle manière, qu'il y a la kétamine, il y a plein de choses qui rentrent en paramètres. Mais ce qui manque dans leur recherche, et je peux le comprendre, ce sont les scientifiques, c'est effectivement quelque chose qui, moi, m'est apparu comme du coup évident et qui m'a... De transcendant un petit peu. Et qui m'a changé mon point de vue sur effectivement les je ne vais pas dire les croyances, parce que je déteste le mot de croyance en fait. Pour moi c'est de l'ordre du pari, c'est comme les parieurs, les croyances comme des parieurs pour moi. Ils misent mais sans argent. Donc pour moi c'est soit tu sais, soit tu sais pas. Et tu peux croire, tu peux penser que... Mais pour des phénomènes comme ça, c'est comme les ovnis. Hein. Je ne me reconnais ni dans ceux qui croient dans les ovnis, ni dans ceux qui ne croient pas aux ovnis. À partir du moment où tu en as vu un, tu en as vu deux, trois, tu fais ça existe. Donc je ne crois pas à ça. Mais pour répondre à ça, pourquoi ça a mis du temps, c'est comme les ovnis. À l'époque, en 1989, quand on a vu le premier ovni qu'on a vu, on n'en a pas parlé. On n'a pas été à la police en parler, ni au journal local. Non, surtout pas. Parce qu'à l'époque, on prenait les gens pour des cinglés. Maintenant que la science a fait tellement de progrès, qu'on sait combien de milliards de planètes existent dans l'univers, maintenant il faut être complètement con pour ne pas y croire. Au moins y croire. Parce que c'est mathématique, tout simplement. Il est impossible y croire ou l'avoir comme hypothèse. Oui, voilà, c'est une hypothèse, mais pour moi ce n'est même plus une hypothèse. Justement, en mathématiques, on a des hypothèses et puis on a des équations. Et là, les données qu'on nous donne, c'est impossible que la vie n'existe pas autre part. Mathématiquement, même si j'en avais pas vu, je ne pourrais pas ne pas y croire. Statistiquement, en fait c'est ça, si je n'en avais pas vu, j'y croirais. Mais comme j'en ai vu, j'y crois pas puisque j'en ai vu. Et par rapport aux EMI, c'est le même modus operandi, c'est le fait d'avoir vu des scientifiques commencer à en parler sérieusement, que je me suis dit, là je peux peut-être en parler maintenant. Et peut-être que j'ai des choses à leur fournir, quelques données qui pourraient peut-être aider, parce que en l'occurrence, c'est vrai que comme j'ai pas eu ni le tunnel, ni... Oui, du fait que ce soit pas une EMI classique. C'est pas une EMI classique, mais qui m'a permis d'avoir quelques données par rapport à des événements qui se retrouvent dans les EMI classiques. Donc quand il y a dès qu'on a posté, il y a eu quelques personnes qui ont pris le bouquin en disant c'est une blague, c'est pas une vraie EMI. Et même quand sur les 40 scientifiques qu'il a interrogés, il y a la moitié, c'est vraiment, il a dit du 50-50.
Il y a la moitié des scientifiques qui disent c'est pas une EMI. Ok, mais c'est quoi alors? Parce qu'ils disent ça comme si c'était finalement aller chercher du pain, c'est aussi banal que ça. Non, je suis quand même sorti de mon corps, j'ai eu ma vie qui défilait, et dans ma vie qui défilait, je suis rentré dans l'écran et on m'a donné l'info pour me sauver. Donc non, c'est pas anodin, et en plus c'était une expérience qui s'est passée pour moi à l'imminence de ma mort, parce que je savais que j'avais 5-7 secondes à vivre. Vous n'étiez pas mort cliniquement. J'étais pas mort cliniquement. Mais vous étiez en danger de voilà, mort. donc exactement. On était à l'approche. Ouais. Donc c'était irréfutable. Pour moi, en tout cas, il n'y avait personne autour, il n'y avait pas de médecin. Mais je n'avais pas besoin de médecin pour savoir que j'allais mourir. Ni de statisticien qui allait me dire non, tu avais 25%, 32%. Non, j'allais mourir, ça c'est une certitude. Donc c'est en ça que je le rapproche que j'appelle moi ça clairement une expérience de mort imminente. Je pense que les gens qui ont des expériences comme ça, en état de mort clinique ou à l'hôpital, peut-être qu'il faudra un mot plus lourd de sens, comme une expérience de passage dans la mort ou quelque chose comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'était effectivement une expérience de mort imminente, puisqu'elle allait survenir dans l'imminence. Non, mais c'est ce que disait Renaud ce matin, Renaud Évrard. Finalement, c'est un problème à nouveau de définition. C'est finalement, qu'est-ce qu'une EMI, mais aussi qu'est-ce que la mort? Est-ce que c'est quand l'électrocardiogramme est plat, ou est-ce que c'est à d'autres moments mais en fait, je pense tout simplement que ça n'a strictement rien à voir avec le corps. Enfin, en fait, on est face à plein de... Je pense que l'EMI n'a strictement rien à voir avec le corps, en fait. Ni avec les organes qui pourraient s'arrêter, ni... C'est quelque chose de l'ordre de la conscience. C'est quelque chose de l'ordre de... Alors pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à tout le monde? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas ça? Ça, j'en sais strictement rien. C'est au moins une expérience de conscience non ordinaire, en tout cas. Complètement. On a accès à quelque chose, une réalité un autre état. Différente, un autre état de conscience. Un autre état de la vie, en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en dehors que ça vous a fait chercher ça change déjà fondamentalement. Votre rapport à la mort, est-ce qu'il a changé aussi? Ah oui, non, le rapport à la mort complètement. Enfin, mais ça, j'ai lu que c'était quasi systématique de tous les gens qui vivent ça, c'est qu'il n'y a plus aucune crainte de la mort. C'est votre cas? Oui, bien sûr. C'est mon cas. J'ai envie que ce soit le plus tard possible parce que j'ai des choses. Je me suis donné des missions un peu dans la vie. J'ai des choses à faire. Que je me force, que je me suis dit c'est ça que tu dois faire. Et en fait, on a plus peur. C'est pas une peur. C'est la crainte qu'il y ait des gens qui soient malheureux, parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens malheureux à chaque décès. Mais c'est pas le mien. Et puis la seule crainte qu'il y a, c'est de souffrir, d'avoir mal ou d'être malheureux, ce genre de choses. Mais pas du tout la mort, au contraire en fait. Au contraire, il y a ce côté, je sais que j'ai cette image, même par rapport à mes grands-parents que j'ai vu à l'hôpital, je sais que le jour où il me restera plus longtemps à vivre, je serai comme un gosse qui sait que dans quelques jours il va à Disneyland et qu'il n'a jamais été. Ouais, j'ai de ça. Je sais un petit peu ce que c'est Disneyland du coup, mais il faut faire attention. C'est en ça que j'ai pris un peu de temps aussi à savoir si est-ce que je peux parler comme ça, parce que j'ai pas envie d'avoir ce discours face à quelqu'un de suicidaire et qui aurait envie et qui dit ah putain apparemment c'est génial la mort et ça continue, on meurt pas. Non, j'ai le sentiment que c'est comme moi j'ai le sentiment que par rapport à la réalité qu'on est comme dans un jeu. On est dans un jeu, dans une expérience, mais on n'a pas le droit de l'arrêter nous-mêmes. Donc je pense, et c'est en ça que j'ai lu pas mal d'EMI apparemment négatives sur des gens qui en ont vécu en état de suicide, suite à un suicide. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit en fait. Bon, maintenant je m'avance peut-être, mais en tout cas, non, la mort ne me fait pas du tout peur. Au contraire, je serai content quand elle arrivera, mais le plus tard possible. Je serai content qu'elle arrive le plus tard possible, je serai content quand elle sera là. Et non, et voilà, et on voit la vie. Bah, forcément, Est-ce que ça change la conception de la vie aussi? Est-ce que ça change l'ordre des priorités? Le fait que j'ai été sauvé me dit que peut-être que j'ai quelque chose à faire. Et du coup, on cherche en fait. C'est pas qu'on se dit j'ai une mission sur Terre, non. Mais du coup, on cherche. Et moi, j'ai trouvé. Je sais ce que je veux faire. C'est en cours. Et j'espère que ça ne va pas se faire tout de suite parce que j'ai pas envie d'arriver au moment où le jour que ça soit là et de se dire après j'ai plus rien, je peux mourir. Non. Mais effectivement on se donne, on se rend compte que c'est une chance énorme
Mais le fait d'être maintenant dans un extra life, je me dis que c'est que visiblement j'ai peut-être quelque chose à faire. Sinon on aurait pu me laisser partir à ce moment-là et voilà, ça aurait mis dans la merde quelques acteurs et ça aurait rendu triste les gens. Finalement. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi, qui et pourquoi. Pourquoi, je pense commencer à le savoir. Qui, je sais pas, mais je le saurai, tout le monde le saura. En fait c'est ça, c'est quand il y a... je peux comprendre que certains scientifiques, j'ai lu des interviews de scientifiques qui disent attention parce que les gens qui ont des EMI peuvent un peu avoir le melon. C'est pas une question de melon, je pense, c'est une question de, comme je disais tout à l'heure, quand un scientifique a des certitudes et que tu sais que c'est pas ça, et que ça fait 25 ans qu'il travaille là-dessus, et que tu fais oh mon pauvre, j'espère que tu vas t'ouvrir les yeux un jour parce que tu es à côté. Mais il y a toujours ce petit truc de se dire, quand un scientifique a une hypothèse, je la réfute pas en fait. Je vais pas lui dire c'est pas ça, tu es complètement à côté, même si je le pense, mais je sais fondamentalement qu'un jour il le saura. Je lui souhaite le plus tard possible, mais je sais que le jour où vous mourrez, vous saurez. En tout cas, l'hypothèse du cocktail avec l'hallucination finale qu'ont beaucoup de neurologues, elle vous semble valable ou pas du tout? Hallucination, non. Non, là, non. Non, vraiment pas. C'était aussi réel que le moment. Ou alors, comme dit, je ne sais plus si c'est Nicole, elle a dit, Nicole Dron, célèbre expériencieuse française. En tout cas, j'ai vu une interview, je pense que c'était elle qui disait, où on lui posait la même question, et elle répondait, c'était une illusion, mais alors ce qu'on est en train de vivre l'est aussi.